monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et à nouveau, je compte sur vous pour le succès de cette édition. Alors pensez à cliquer sur le pouce en l'air, écrivez vos commentaires et surtout, abonnez-vous pour que l'on arrive rapidement au million. Au programme de cette édition, le grand saut de Lecornu. Plus d'un mois après sa première nomination à Matignon, il aura enfin clamé son discours de politique générale, une allocution dont la première dévocation était avant tout d'acheter les socialistes pour qu'ils ne votent pas la censure. Nous nous intéresserons également précisément au profil du nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. En choisissant un spécialiste des restrictions de liberté, Sébastien Lecornu marche dans la continuité macroniste. Et puis nous évoquerons ensuite l'avancée du projet d'euro numérique, prélude d'un crédit social à la sauce bruxelloise. Nouvelle épreuve de feu pour Lecornu. Ce mardi, le Premier ministre a enfin clamé son discours de politique générale, capable de décider de son sort, un sort entre les mains des socialistes. Le point tout de suite. Conseil des ministres et discours de politique générale au menu de mardi, puis motion de censure jeudi. Pas de doute, après un mois de tergiversation, Lecornu est désormais Premier ministre. Mais la question reste entière, pour combien de temps ? Avant son grand oral devant les députés, le locataire de Matignon a promis un discours de droite sociale, propos que Jean-Luc Mélenchon a évidemment qualifié d'oxymore. Avant le grand saut dans l'hémicycle, l'élément de langage du non-diplômé en droit était pour le moins ouvert. Je cite « Je vais bouger sans faire n'importe quoi ». Avec ça, on était bien avancé. François Hollande aura également eu droit à son clin d'œil avec le mauvais slogan « Le rebond, c'est maintenant ». Après le Conseil des ministres de ce mardi matin, la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, s'est permis un laïus sur un code de bonne conduite des élus, ou presque. La période impose sobriété et exemplarité, de l'écoute et du respect. Tout à fait Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée. La porte-parole a également fait la morale en espérant juguler les ambitions de censure. Il a notamment exprimé que les accords sont estimables, les désaccords, pardonnez-moi, en politique sont estimables, mais ils ne sont acceptables que si des compromis sont possibles. Le débat parlementaire doit commencer sur les textes budgétaires. Il a constaté que 2 motions de censure ont été déposées, que donc certains ne veulent pas débattre, et a rappelé que les motions de censure qui ont été déposées sont des motions de dissolution et doivent être vues comme telles. Et oui, l'opération est ardue. En effet, RN et LFI ont d'ores et déjà déposé une motion de censure respective. Et si l'extrême gauche, comme à son habitude, refusera de voter celle du RN, l'inverse fonctionnera. Une possible motion des socialistes se joindra peut-être aux 2 autres, mais toutes seront débattues jeudi, ce qui permet à Sébastien Lecornu d'avoir l'assurance de survivre encore la journée de mercredi au moins à Matignon. Le Parti socialiste, vous l'avez compris, jouera les arbitres pour la survie du gouvernement après avoir fait connaître ses 3 exigences pour accorder son soutien. D'abord, l'abandon du 49.3 que Sébastien Lecornu a d'ores et déjà annoncé, ce qui ne garantit absolument pas qu'il respecte son engagement sur le long terme. Deuxième point, une justice fiscale passant par la taxation des très hauts patrimoines. Et le Premier ministre a notamment esquissé l'augmentation d'impôts sur les grandes entreprises. Le plus macroniste des premiers ministres a également fixé les contours d'un budget dont le déficit engendré devrait absolument être inférieur à 5% du PIB, expliquant qu'il ne serait pas le ministre du dérapage des comptes publics, laissant donc entendre que ses prédécesseurs avaient fait du hors-piste un moment. Troisième et principale exigence, la suspension complète et immédiate de la réforme des retraites. Difficile d'imaginer que celle-ci puisse être vraiment complète puisque beaucoup de Français ont déjà dû faire face aux conséquences du texte passé en force avec Elisabeth Borne. Par ailleurs, ce recul de la Macronie créera des dissensions internes. En effet, cette réforme, qu'on la considère bonne ou mauvaise d'ailleurs, est la seule réforme structurelle d'Emmanuel Macron en 7 ans. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé la désormais porte-parole du gouvernement à s'insurger après la déclaration dans Le Parisien d'Elisabeth Borne au sujet de cette hypothétique suspension du texte. Sébastien Lecornu a toutefois répondu dans son discours que suspendre pour suspendre n'avait pas de sens et qu'il n'endosserait pas la responsabilité de mettre en danger la crédibilité de notre pays. Ça fait pourtant quelques jours qu'ils y arrivent bien. Ni la crédibilité de notre système de retraite. Il a toutefois déclaré qu'il proposerait
une suspension de la réforme jusqu'à la prochaine élection présidentielle, après une conférence avec les partenaires sociaux. Une sorte de cote mal taillée qui ne devrait pas convaincre d'autres élus que les vendus. Dans ce cadre, on a pu constater qu'Olivier Faure et François Hollande, figure socialiste, applaudissaient dès demain le discours de politique générale du Premier ministre, qui pourrait donc bien réussir à résister tout en consommant la rupture longue entre socialistes béquilles de Lecornu et extrême gauche. Sébastien Lecornu aura su également agiter les crises, expliquant qu'il y avait celles que l'on subissait ou celles que l'on savait utiliser. Quand on se souvient de la propension d'Emmanuel Macron de faire feu de tout bois, de la crise du Covid à la guerre en Ukraine, en passant par les gilets jaunes pour s'imposer toujours davantage, on se demande si la formule était vraiment opportune. Mais il nous a prévenu, le basculement du monde ne s'arrêtera pas. Sébastien Lecornu aura terminé son laïus par une tirade sur l'unité nécessaire de la France, le besoin d'avancer, le besoin de budget et d'une démocratie qui fonctionne. Premier à prendre la parole ensuite, le président du groupe LR, Laurent Wauquiez, qui a plaidé dans une théâtralité caricaturale pour la continuité et les compromis non loin des compromissions jusqu'à la présidentielle. Les écologistes ont quant à eux maintenu la ligne de crête, déplorant l'omnipotence d'Emmanuel Macron sur Matignon en plus de l'Élysée. Christophe Najlen, pour le groupe Lyot, a d'ailleurs exigé du Premier ministre qu'il s'émancipe de son président. Une ombre décidément bien lourde à supporter, preuve que la censure du locataire de Matignon n'est finalement qu'une diversion pour éviter la vraie question, celle de la destitution, à défaut de démission d'Emmanuel Macron. Artisan de la coercition du Covid, cheville ouvrière des répressions contre les gilets jaunes, le nouveau ministre de l'Intérieur coche toutes les cases de la Macronie. Laurent Nunez est en effet un parfait petit soldat d'Emmanuel Macron. Portrait avec Renaud de Bourleuf. Désormais, vous serez conduit par un homme qui est remarquable. Et j'en suis très heureux. Laurent Nunez. Un homme remarquable qui s'est fait remarquer par 2 glorieux faits d'armes, gazer les gilets jaunes, puis vous enfermer à domicile en 2020. Pas de doute, en Macronie, c'est le CV idéal pour accéder à la place Beauvau. Laurent Nunez, nouveau ministre de l'Intérieur, nul ne sait pour combien de temps, se situe, je cite, au centre droit ou à la gauche de la droite. Son parcours a commencé dans les années 1980, il envisageait d'être policier, mais à la fin de ses études de droit à l'université de Tours, il est reçu au concours d'inspecteur des impôts. Quelques années plus tard, il intègre l'ENA par un concours interne. Il gravit les échelons au sein du ministère de l'Intérieur, notamment au corps préfectoral. En 2012, il est nommé directeur de cabinet du préfet de police de Paris. C'est dans ce contexte qu'il gère les oppositions à la loi Taubira. Visiblement très impressionné par la manif pour tous, il décrit, je cite, « les comportements très agressifs de certains manifestants ». Impressionné par des poussettes et des chapelets, Laurent Nunez. Préfet de police des Bouches-du-Rhône de 2015 à 2017, il est nommé par Emmanuel Macron, fraîchement arrivé à l'Élysée, directeur général de la sécurité intérieure, un poste qu'il occupe 1 an avant d'entrer pour la première fois au gouvernement. À l'époque, il met en avant une proximité avec Emmanuel Macron, déclarant, je cite, « Le président a accroché avec moi sur mes sujets de prédilection ». C'est donc en octobre 2018 qu'il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il est très vite en première ligne lors des rassemblements des Gilets jaunes. Les policiers diront plus tard que c'était Nunez le professionnel. Un bilan dont il est fier. Il affirmait plus tard n'avoir aucun regret sur la façon dont l'ordre public et la sécurité publique ont été menés et dira même que les choses se sont globalement bien passées. Il n'y a pas de répression. Il paraît qu'il y a eu de la répression plus forte samedi dernier. Dans les mois qui suivent, Laurent Nunez a de nouveau l'occasion de s'illustrer lors du confinement de 2020. Avec le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, il est le principal artisan de l'enfermement à domicile. Le confinement, il est respecté par la très grande majorité de nos concitoyens, en partie bien sûr grâce au dispositif de contrôle qui a été mis en place, près de 16 millions de contrôles, un peu plus de 900 000 verbalisations. Début mars 2020, c'est-à-dire dans les derniers jours avant le confinement, période où la classe politique brillait par ses déclarations contradictoires, Laurent Nunez a réussi à vanter la transparence du gouvernement. Peut-être que jamais une crise n'aura été gérée dans la transparence que nous connaissons. Je crois qu'il ne faut pas rompre des consensus. Pas vraiment de transparence non plus quant à la question des masques. Mais vous reconnaissez qu'il en manque ? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre de... Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Les Français ont été nombreux à crier au scandale et aux mensonges, mais Laurent Nunez a ensuite eu l'occasion de se faire oublier. En juillet 2020, il n'est pas reconduit par le Premier ministre Jean Castex et quitte le gouvernement pour devenir coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. En juillet 2022, il est nommé préfet de police de Paris. Il a alors l'occasion de vanter sa passion pour la vidéosurveillance et de faire l'état des lieux de la délinquance et de la criminalité.
dont il devrait pourtant se sentir en partie comptable. En juin dernier, une surveillante d'un collège de Nogent en Haute-Marne était assassinée par un adolescent de 14 ans. Laurent Nunez s'exprimait ainsi. Donc il y a une délinquance qui continue de baisser. La France n'est pas un coupe-gorge, ce n'est pas des termes qu'on peut employer. Désormais, c'est donc à Laurent Nunez que la lutte contre la criminalité est confiée, en compagnie d'un ministre délégué, Marie-Pierre Védrenne, favorable à la légalisation du cannabis. Mais dans les jours à venir, ils ont peut-être moins à craindre les délinquants et les quartiers ensauvagés que les motions de censure. Le projet d'euro numérique gagne du terrain. Cette monnaie dématérialisée s'annonce comme un véritable pilier de l'euro-goulag bruxellois. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. L'euro numérique sera-t-il le cash de demain ? Libre à vous de le croire ou pas, mais c'est ce que vous promet l'Union européenne avec l'euro numérique, la version bruxelloise de la CBDC, en anglais Central Bank Digital Currency, en français monnaie numérique de banque centrale. Ses promoteurs expliquent que la CBDC est une sorte de crypto-monnaie mais émise par l'État, que l'on nous promet bien évidemment sécurisée et anonyme. Nul doute que quelques mauvais esprits, des Gaulois réfractaires comme diraient certains, n'accorderont qu'une confiance des plus réduites à la parole publique lorsque l'on promet aux citoyens des échanges simplifiés, sécurisés et anonymes. Selon Philippe Murer, la monnaie numérique de banque centrale constituera un pilier fondamental d'une société aux libertés éradiquées. Le projet d'euro numérique de la Banque centrale européenne avance et les banques en prennent ombrage. Pour le patron de la Fédération bancaire française, ce projet est un non-sens et une gabegie. En effet, chaque client utilise déjà un euro numérique bancaire quand il fait un virement sur Internet ou lorsqu'il paye en carte bleue. Personne n'a donc besoin de l'euro numérique de banque centrale. Les vraies différences avec l'euro numérique des banques, c'est premièrement que cela coûtera aux banques entre 5 et 30 milliards d'euros selon les évaluations. Deuxièmement, que cela signifie que l'État surveillera ainsi tous vos achats et virements, puisque ces euros seront stockés et manipulés par la Banque centrale et non par vos banques privées. La Banque centrale, donc l'État, pourra surveiller tous vos achats et interdire certains achats en excès comme l'achat de viande, d'essence ou de billets d'avion, choses qui émettent trop de CO2. L'État pourra aussi vous déconnecter de votre argent d'un simple clic. Cela semble excessif, mais rappelez-vous le sort des résistants du convoi de la liberté au Canada pendant le Covid. Justin Trudeau les avait privés de l'accès à leur compte bancaire pour les faire céder. Cet euro numérique peut être couplé avec l'identité numérique, comme semble le souhaiter le Premier ministre britannique Keir Starmer. Celui-ci prend exemple sur l'Inde qui a créé en 4 ans une base d'1 milliard d'habitants possédant une carte d'identité numérique et biométrique. Ce système est relayé au compte bancaire et au paiement, ce qui est selon lui très pratique. Sous prétexte de rendre la vie plus facile, ces gouvernements construisent des prisons numériques dont la réelle utilité est de contrôler leur population, de la tracer, de la surveiller et de punir d'un simple clic ceux qui ne sont pas assez soumis. Au-delà des enjeux de contrôle social des populations, d'autres analystes y voient la mise en évidence de la coopération des élites globalisées, au-delà donc des enjeux et des conflits géopolitiques. C'est le cas de Modeste Schwartz. Un élément de langage récurrent auquel on recourt les divers gouvernements sous contrôle oligarchique qui se sont engagés dans cette voie, c'est qu'il s'agirait d'une sorte de guerre des étoiles, donc de compétition technologique entre les diverses puissances du moment, affectant donc des enjeux de souveraineté. Ce qui est assez curieux, c'est que quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'aucune des puissances du moment, à part peut-être les États-Unis, mais les États-Unis qui justement sous Trump ont mis les CBDC hors la loi, et en tout cas toutes les autres, mais peut-être aussi les États-Unis, ne disposent pas de l'intégralité des moyens technologiques permettant de mettre en place, ne serait-ce que chez eux, l'architecture CBDC. Prenons par exemple le cas de la Russie, un pays pionnier de l'architecture CBDC, un pays très en avance dans ce domaine, où le rouble numérique est déjà pratiquement en utilisation, et où des lanceurs d'alerte ont récemment fait remarquer que, encore aujourd'hui, l'État russe est encore tributaire de certaines entreprises américaines, alors non seulement pour ses architectures numériques, mais même par exemple pour l'émission de ces documents d'identité de type classique.
La réalité, c'est que ces gouvernements sont bien conscients du fait qu'il n'y a aucun enjeu de souveraineté derrière la mise en place des CBDC, que si c'est une arme, ça n'est pas l'arme d'une guerre que, par exemple, la Chine mènerait contre les États-Unis, la Russie contre l'Europe ou que sais-je, mais d'une guerre sociale que la caste des milliardaires livre, pourrait-on dire, au reste de l'humanité, mais avant tout à ce qu'on appelle d'une façon un peu imprécise la classe moyenne, c'est-à-dire en réalité à la classe des millionnaires. Les milliardaires sont en train de faire en sorte de faire disparaître le pouvoir politique et puis à terme probablement même la réalité sociale des millionnaires. Et ça se traduit par exemple, notamment dans les économies devenues assez improductives de l'Occident historique, par un projet de supprimer les systèmes bancaires, donc c'est-à-dire ces intermédiaires qui concentrent la fortune très souvent héritée des classes possédantes des pays blancs. Parmi les réfractaires à l'euro numérique, outre quelques citoyens vaguement inquiets pour ce qu'il leur reste de vie privée dans un univers de plus en plus connecté, mais aussi de plus en plus dysfonctionnel, ce sont les banques privées. En effet, ces dernières redoutent qu'une migration, même partielle, des dépôts bancaires vers la banque centrale est susceptible de mettre en grave péril leur capacité à respecter les contraintes de solvabilité qui leur sont imposées afin d'émettre du crédit. Tout laisse à penser que les prochaines crises, qu'elles soient provoquées ou subies, seront l'opportunité idéale pour faire avancer ce projet de CBDC qui a de nombreuses apparences d'un communisme mondial contemporain. On peut aussi s'interroger sur la façon dont un euro numérique est susceptible d'interdire la sortie du territoire européen de l'argent des citoyens. Et au final, les plus cyniques rappelleront que l'euro, peu importe sa forme, au vu de l'effondrement du niveau de vie des Européens, de plus en plus de citoyens n'en ont plus assez dans leur porte-monnaie ou sur leur compte bancaire pour finir les fins de mois. Et ceux, qu'ils soient numériques ou non, qu'ils soient sous forme d'un bon vieux billet de banque ou d'une CBDC sur une puce sous-cutanée, c'est aussi ce genre de réalité que les gadgets numériques ont tendance à masquer, pour qui veut bien croire la propagande institutionnelle. Et nous passons à présent à l'actualité en bref en France. Un triste anniversaire. C'était le 14 octobre 2022. Lola Davier, âgée de 12 ans, était retrouvée morte, torturée et violée, son corps déposé dans une malle au pied de sa résidence du 19e arrondissement de Paris. L'auteur du crime, Dabia Benkired, était une Algérienne présente illégalement en France, faisant l'objet d'une OQTF non appliquée. 2 mois avant son crime, la police a constaté un défaut de titre de séjour, mais l'expulsion de cette personne sans travail et sans domicile fixe n'avait pas avancé pour autant. Le drame de la petite Lola mettait en relief de nombreux problèmes. L'inexécution des OQTF, la présence de délinquants tolérés passivement par la police, l'échec d'un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui osait parler d'indécence pour ceux qui soulevaient toutes ces questions. 3 ans après, la meurtrière va passer devant les tribunaux. Son procès pour meurtre d'une mineure de moins de 15 ans, accompagné ou précédé d'un viol, de torture ou d'acte de barbarie, s'ouvre vendredi devant la cour d'assises de Paris. Mais il reste à savoir si la situation a changé. D'autres crimes commis par des clandestins sous OQTF ont été perpétrés et le ministère de l'Intérieur reste silencieux sur ces questions. En juin dernier, un rapport parlementaire s'étonnait que la place Beauvau ne diffuse plus de rapport annuel détaillant le nombre d'OQTF, leurs motifs, leur parcours administratif et contentieux et les raisons de leur inexécution, et ce, malgré une obligation légale. Un suicide à l'âge de 9 ans. Samedi, à Sarreguemines en Moselle, le corps sans vie de Sarah, élève de CM2, a été retrouvé pendu. Une lettre d'adieu laissée à proximité. Elle aurait souffert des moqueries de ses camarades de classe concernant sa corpulence. La police doit enquêter sur les circonstances de la vie scolaire de l'enfant depuis la rentrée et les événements susceptibles d'être intervenus dans sa vie hors du temps scolaire. Mais plusieurs questions doivent se poser concernant une enfant se donnant la mort à un âge où on devrait ignorer l'existence du suicide. Suite et peut-être fin de l'affaire Colonna. Le parquet de Tarascon a classé sans suite une enquête préliminaire ouverte en 2023 visant l'administration pénitentiaire dans le cadre de la mort d'Ivan Colonna, militant indépendantiste corse. Condamné à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, Ivan Colonna avait été mortellement agressé en mars 2022 par un codétenu islamiste à la maison d'arrêt d'Arles. 2 ex-députés corses avaient signalé d'éventuels dysfonctionnements, notamment sur la gestion des données du logiciel Genesis et l'évaluation de la dangerosité de l'agresseur. Le procureur a conclu qu'aucune infraction n'était établie, ni suppression de données, ni faute de l'administration. Cette décision met fin aux investigations.
Les agriculteurs ne veulent pas disparaître. Ce mardi, une manifestation a eu lieu à Paris à l'appel de la Confédération paysanne pour dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Avec l'importation massive de la viande brésilienne, produite sans nos normes, les éleveurs français sont mis en danger par une telle concurrence déloyale. En septembre, la Commission européenne a présenté des clauses de sauvegarde renforcées en cas de brusque hausse des importations ou baisse des prix, avec un suivi renforcé des produits sensibles. Mais la Confédération paysanne fustige des mesures qui ne garantissent aucun rééquilibrage. L'entreprise s'effondre en France. Depuis septembre, près de 7000 défaillances ont été enregistrées, une ampleur qui n'avait pas été constatée depuis la crise de 2009. Avec une augmentation de plus de 5 points, plus de 14 000 sociétés ont fermé leurs portes en juillet et septembre, selon l'étude d'Altares. Le pic de septembre est donc particulièrement inquiétant puisqu'il dépasse de 1600 les chiffres déjà alarmants de l'année passée. Ces défaillances sont particulièrement visibles dans le secteur de l'industrie avec une progression de 17%, quand les PME affichent aussi une augmentation de 13%. Les redressements judiciaires ont progressé quant à eux de plus de 10%. Parmi les régions les plus touchées, le Centre-Val de Loire, où les défaillances ont progressé de 33%. On note toutefois une amélioration significative en Bretagne, avec 10% d'entreprises concernées en moins, une exception qui confirme la règle. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Volodymyr Zelensky attendu à la Maison-Blanche vendredi. Le président ukrainien a annoncé vouloir discuter avec Donald Trump de nouvelles mesures censées lutter contre les frappes russes sur les infrastructures énergétiques du pays. Le sujet principal de la rencontre sera donc la question de la défense antiaérienne, aussi bien avec le président américain et les membres du Congrès que lors des rencontres avec le complexe militaro-industriel. Volodymyr Zelensky pourra ainsi passer ses commandes à Washington, puisque la facture sera réglée par les Européens. Bientôt le Nobel d'espionnage. Une enquête pour espionnage a été ouverte par l'Institut Nobel après une possible fuite concernant l'attribution du prix Nobel de la paix 2025 à Maria Corina Machado, chef de file de l'opposition vénézuélienne. L'alerte a été déclenchée par une soudaine hausse des prédictions sur la plateforme Polymarket où les chances de Machado sont passées de 3,75% à 73% en quelques heures, sans qu'elle ne figure parmi les favorites des experts ou des médias. Selon Christian Berg-Arviken, directeur de l'Institut Nobel, il s'agirait très probablement d'espionnage alors que l'organisme est ciblé depuis des décennies. Une enquête est en cours et les mesures de sécurité pourraient être renforcées. On entend moins parler d'Elon Musk, mais ses fusées fonctionnent. La méga fusée Starship de SpaceX a réussi lundi son 11e vol test, marquant un deuxième succès consécutif après une série d'échecs. Ce colosse de 120 mètres destiné aux missions lunaires et martiennes a décollé du Texas, réalisant avec succès la séparation de ses étages et des manœuvres techniques avant un amérissage prévu. Malgré des progrès, des experts doutent de la capacité de SpaceX à respecter le calendrier du programme Artemis de la NASA, visant un retour sur la Lune en 2027. Face à la concurrence chinoise, les retards inquiètent. Certains prédisent que Pékin pourrait même devancer les États-Unis. Elon Musk, confiant, mise sur des lancements répétés pour relever les défis techniques restants. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, vous pouvez retrouver Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Fouad Kouri Elou, directeur du quotidien libanais L'Orient le Jour, pour évoquer l'avenir du Moyen-Orient après la fin de la guerre à Gaza. Si le Hamas reste en place et qu'il n'y a aucune aide, et on parle de 100 milliards, il faut 100 milliards pour reconstruire Gaza, s'il n'y a aucune aide qui est mise en place, eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que Gaza ne sera plus habitable. Et ça voudra dire que les Palestiniens, malheureusement, dans un scénario comme ça, ils devraient partir. Et ce serait le départ, non pas par la guerre, mais par la paix. Ce qui serait le scénario du pire pour eux. En fait, dans ce cas, si le Hamas fait ça, ça veut dire qu'il entrave le plan de reconstruction et qu'il ouvre la porte au départ des Palestiniens. Alors, est-ce que les États qui étaient présents à Sharm el-Sheikh ou d'autres accepteraient de recevoir chacun 10 ou 20 000 Palestiniens? Est-ce qu'une solution qui sera en fait la solution du délabrement progressif de Gaza, en fait de la liquidation de Gaza à travers ce plan de paix, malheureusement. Donc ce serait la situation la plus cynique et à laquelle le Hamas participerait, qu'il le veuille ou pas. C'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir.